Moi, j'avais envie de te parler de toi en tant que comédien, comment tu vis l'inspiration, comment tu te laisses habiter par des personnages, voilà, donc à travers des questions que je vais te poser, voir à quel moment ça a démarré cette connexion pour toi intérieure. Donc enfant, tu as joué dans des films de ton père. Oui, Ouais. Donc, oui. J'ai joué enfant, j'ai joué dans El Topo. ouais. J'avais 7 ans. Ça, c'est quoi 6 ans et demi en Hmm, fait. hmm. Le souvenir que tu as, c'est plus proche d'un jeu ou c'est très différent de ce que Oui, tu... non, bon, on joue. Quand tu es enfant, tu joues. Ouais. Donc tu fais un film, bon, je le prenais très au sérieux parce que c'est une affaire sérieuse. Tu es entouré d'une cinquantaine d'adultes qui sont autour de toi, qui savent faire, pour qui c'est un travail très intense. Donc je pense que je me rendais compte comme enfant. Et puis c'était un film de mon père, avec mon père. Donc je voulais être à la hauteur, que ce soit dans un rapport enfant-père, je pense tout à fait normal et habituel. Où, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont avec leur père à la pêche. Toi, c'était... Voilà. Ou des enfants de menuisier, un jour son père l'emmène dans un atelier, lui dit viens, on va faire une table et j'aimerais que tu m'aides un peu à faire cette table. Donc tu es en même temps content, curieux, avec le désir de bien faire, et totalement insouciant et spontané. Et voilà. C'est cette même insouciance que tu as gardée aujourd'hui quand tu joues? Non, Non. parce que c'est celle de l'enfance. Ouais. Maintenant, moi, je me rends compte du travail que ça implique. Quand tu es enfant, tu joues, tu as une forme de spontanéité, de fraîcheur. Les choses te viennent très naturellement. Et puis, un enfant, il est pris pour ce qu'il est, notamment au cinéma. Ensuite, quand tu deviens adulte et que tu choisis de faire ça, de suivre ce chemin-là, de le continuer, adulte, eh bien, tu acquiers d'autres choses, une forme d'habileté, une connaissance technique, etc. Mais en même temps, tu dois trouver le moyen de retrouver ou préserver cette spontanéité, cette crédulité de l'enfance. En fait, ce qui fait un acteur, ce qui fait sa qualité merveilleuse, c'est sa crédulité. Il croit à ce qu'il fait. Il croit à la situation, il croit à ses partenaires. Il croit à ce qui lui arrive, et du coup, il réagit à ce qui lui arrive de façon spontanée parce qu'il y croit. Donc, pour un enfant, c'est très facile. On va prendre un exemple vraiment très banal. On joue aux Indiens, aux cow-boys, je sais pas, au docteur, ou à ce que tu veux. Et on est tout de suite, on est dedans. Et s'il y a quelque chose qui est hors de la règle du jeu, tout de suite on s'en extrait, on dit ah non, non, ça t'as pas le droit de le faire. Par exemple, on joue aux cow-boys aux Indiens, tout à coup quelqu'un dit si, je te tue avec mon laser. Alors, non, on arrête le jeu, donc on est conscient qu'on joue. Mais on est dedans complètement. Mais on est dedans complètement. Et quand on est acteur, on est en même temps conscient qu'on joue et on est complètement dedans. En tout cas, c'est ce qu'on tente, en fait, de faire. Quand tu joues de façon adulte, ce qui est intéressant, c'est que ça te provoque plusieurs niveaux de conscience, en fait. Ouais. Tu es complètement dedans et en même temps, tu es complètement attentif à tout ce qui t'entoure. C'est pour ça que parfois, quand on dit aux gens de se concentrer, on dit il faut se concentrer, concentre-toi, etc. Je trouve que c'est un peu erroné en fait, c'est pas le mieux. Moi j'ai changé ça par prête attention, sois attentif. Ouvert. Donc, voilà, c'est la même chose, sauf que c'est une façon ouverte. Alors que la concentration te... Ferme. Ouais. Je ne sais pas si elle te ferme, mais elle te concentre, elle te centre sur toi-même. Et comme c'est quelque chose de L'attention fait qu'à partir de toi-même, tu es complètement ouvert et attentif. Donc tu joues un spectacle et tu es complètement dans ce que tu dois faire, surtout si tu es un acteur qui cherche la précision comme moi. Et
Et en même temps, tu sens la respiration de tel spectateur qui est là, cette personne tousse, il y a ce projecteur qui clignote un petit peu, la musique n'est pas partie exactement au bon moment, tu entends qu'il y a des bruits à l'extérieur, mais en même temps, ça ne doit absolument pas te sortir de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de transmettre, et de cet endroit où tu essayes d'être avec le spectateur, qui est l'endroit de l'échange d'imaginaire. Et du cœur? Ouais. Oui, ça va avec. Ça va avec. J'ai travaillé avec un metteur en scène longtemps, que j'ai beaucoup aimé. J'ai travaillé avec elle, avec Ariane Mouchkine. Et donc elle avait cette formule qui disait cherche l'état, tu n'as pas l'état, cherche l'état. Donc on traduisait ça par il faut que j'ai l'émotion, tout ça. Donc on se chargeait, on arrivait plein d'émotions, puis on n'arrivait pas à trouver les scènes parce qu'on improvisait. On improvise toujours au début. Et un jour, je me suis dit, mais non, moi, ça ne me sert pas de chercher l'état, ça ne me sert pas. Il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui se passe. Ce sont des choses très basiques d'acteur, mais il y a la théorie, tu vas lire ça dans un livre de Stanislavski, et le moment où tu vas l'expérimenter, où tu vas sentir par où en fait il faut que tu passes, c'est autre chose, c'est la théorie, la pratique. Donc là, c'est un peu pareil. Si je suis un acteur, si je cherche à provoquer mon émotion, si c'est ça le but, en fait, c'est un peu comme quand on se préoccupe du résultat plutôt que du faire. Tu vois, c'est comme si on me disait donne-moi une sauce béchamel. D'accord. Et donc on te dit donne-moi un truc fluide, crémeux et savoureux. Voilà, mais maître, donne-moi la fluidité crémeuse, savoureuse. Ben non, en fait, c'est mets la farine, fais chauffer le beurre, tourne à feu doux, voilà, c'est faire le chemin. Et quand tu fais les étapes du chemin, à ce moment-là, tu as la béchamel. Si tu as bien fait ton chemin. Et finalement, peu importe la béchamel, en même temps, quand tu fais le chemin... Non, la béchamel est importante parce que tu dois quand même servir un repas avec une bonne béchamel. Oui, mais elle y est finalement. Tu vois, mais c'est pas ce que tu cherches. C'est comme quand on dit, bon, je sais pas, ce qui est intéressant, c'est l'œuvre, c'est pas le but de l'œuvre, le fruit de l'œuvre. C'est pas ce que l'œuvre va t'apporter. C'est toujours une forme de miracle, l'émotion au théâtre. Et surtout si c'est l'émotion du spectateur, tu vois, parce qu'après un acteur peut être super chargé d'émotions. Vraiment être complètement déchiré, pleurer toutes les larmes de son corps, et le public sont fous. Ils sont fous, complètement. Tu vois, il y a une phrase dans le chœur d'Agamemnon, d'Échille, qui dit l'homme aime piétiner celui qui est à terre. Donc un acteur qui va se jouer son émotion, qui va être là, complètement ému, s'apitoyer sur lui-même, etc., ça n'intéressera pas le public. Le public est en même temps d'un appétit naïf, de la beauté, de la naïveté, un appétit innocent. Chaque personne qui entre dans une salle de théâtre entre avec une forme d'espoir. Il espère que quelque chose va se produire, parce que voilà, qu'il va vivre quelque chose avec toi. C'est pour ça que s'ennuyer au théâtre, je crois qu'il n'y a rien de pire. Ça fait mal au corps. Moi, ça me fait mal aux genoux, aux jambes. 10 minutes. Ça pas et tu es là pour que ça circule. 10 minutes semblent une heure, tu vois, quand tu t'ennuies au théâtre. Mais quand tu ne t'ennuies pas, quand le théâtre est là, et qu'il y a de la vie, et qu'il y a un échange, qu'il y a quelque chose qui se passe, vraiment, c'est inoubliable. Tu vois, on pense que le théâtre est éphémère, mais je pense que le théâtre dure beaucoup plus longtemps que le cinéma, en fait. Un souvenir de théâtre marquant, tu ne l'oublies pas de toute ta vie. Une image de cinéma marquante aussi. Mais je pense que la permanence, l'empreinte d'un moment théâtral, où il y a vraiment du théâtre, voilà. Moi, il y a des scènes de spectacle que j'ai vues il y a 30 ans, je m'en souviens, mais parfaitement. Parce que j'ai été complètement saisi par... Est-ce qu'il y a un passage dans le corps? Ça, en fait. Je ne sais pas s'il y a un passage dans le corps, il y a un passage quelque part. Non, mais pour le il se passe quelque il y a une chose. résonance différente que sur un écran avec une image, etc. Il y a quelque chose qui se vit dans l'instant. Ouais. Voilà, je pense que plutôt c'est une question de l'instant. Je pense que le théâtre, c'est le lieu du présent le plus intense que je connaisse. J'aime à dire, mais peut-être que je me trompe. C'est pour donner une image un peu claire, mais je pense que le sentiment du présent, le plus intense, c'est au théâtre. Et je pense qu'il ne peut être plus intense que quand on est en guerre, que lors de la guerre. Ou de l'extrême jouissance.
amoureuses et sexuelles. Des moments qui sont remplis, habités totalement. Ouais. Mais parce que quand tu vas au théâtre, tout peut se passer en fait. L'acteur peut avoir une crise cardiaque et voilà. Un spectateur aussi, d'ailleurs. Tout à coup, ça m'est arrivé souvent dans des spectacles, quelqu'un s'évanouit, il faut le sortir. Et ça nous ramène complètement au présent. Et toi, comme acteur, tu dois continuer, tu vois. Ou alors, c'est très intégré. Quand on jouait Agamemnon au Théâtre du Soleil, pendant la deuxième saison, je jouais égiste. Je jouais le guetteur, un coryphée et égiste. Et un jour, j'ai été pris d'une gastro-entérite terrible. Mais il fallait jouer. Donc il fallait jouer en ayant vraiment la sensation qu'on va vomir à chaque instant. Donc j'étais tellement présent, je crois que j'ai donné de mes meilleures représentations en tant que coryphée. Je me suis assis, j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis passé par vraiment le chat d'une aiguille et voilà, ça m'a énormément appris. Là. Donc c'est la sensation du présent, du danger qui va avec le présent, parce que tout peut arriver. Donc ça nous sort un peu de notre territoire habituel. Tu sais, nous, en tant qu'être humain, on est habitué à vivre dans un territoire spatial, mais aussi un territoire mental, un territoire émotionnel, un territoire corporel, n'est-ce pas? Notre façon de bouger, notre personnalité est un territoire. Les gens qui se coiffent d'une certaine façon toute la vie, parce que toute leur vie se sont coiffés de la même façon, ils ont trouvé leur territoire, ce qu'ils sont. Ils pensent, toute leur vie pensent de la même façon. Pas de mise en danger. Oui, mais c'est le mot, c'est celui-là, parce qu'à la base de ça, c'est une chose très humaine, c'est pas une critique que je fais, il y a l'instinct de survie. Tu vois, l'instinct de survie, c'est quelque chose qui est enraciné très profondément en nous. Et voilà, c'est aussi un sentiment, un instinct nécessaire qui nous permet de vivre. Tu vois, comme nous sommes mortels, donc on se reproduit, la plupart d'entre nous, l'espèce humaine se reproduit, fait des enfants mais c'est l'instinct de survie de l'espèce qui est inscrit en nous, qui nous pousse aussi à ça, au-delà de l'amour, tout ce qu'on veut. Sortir de son territoire, c'est aller dans un endroit qui nous est inconnu et donc dangereux. Toutes les questions d'identité, complètement idiotes avec lesquelles on nous distrait en ce moment pour qu'on ne se penche pas sur les vrais sujets, marchent très fort parce que ça s'adresse. Il y a une volonté de maintenir. Ça s'adresse à l'instinct de survie de l'identité. Parce que l'autre, il nous est inconnu, il est différent de nous, il est inconnu, donc il nous met en danger. Sortir un tigre, il a un grand territoire, mais il n'en sort pas. S'il sort de son territoire, il va empiéter sur le territoire d'un autre tigre, donc il va y avoir un conflit, peut-être mortel. Il ne va pas trouver de proie hors de ce territoire. Tu comprends? Et mentalement, on est pareil. On a une forme de pensée, et toute pensée qui est différente de la nôtre nous met en danger d'une certaine façon. Va toucher à l'instinct de survie de notre forme de pensée, qui est une forme qu'on a trouvée pour pouvoir penser notre réel, comprendre, appréhender notre existence et l'idée qu'on se fait de l'existence. Je ne sais pas si ça te parle, Castaneda. Oui, ça me parle, mais oui. Je n'ai jamais lu, mais ça me parle. Voilà, quand je t'écoute, je pense à lui, parce que lui il explique qu'on est dans cette réalité-là et que c'est comme une fréquence de radio, et qu'on a tous un point d'assemblage qui est réglé sur cette fréquence. Et que quand justement on se met en danger, comme tu dis, et qu'on sort de cette zone de confort, on fait simplement bouger. Et donc on a un état de conscience modifié, mais on fait bouger ce point d'assemblage. Et que justement les artistes ou les chamans sont capables de faire bouger facilement ça et de passer de l'un à l'autre. Je ne sais pas, c'est son expérience. Je ne peux pas te parler de ce dont je n'ai pas d'expérience. Je peux te parler que ce dont... Oui, mais peut-être que si tu trouves des analogies, voilà, je ne pense pas non plus dire des choses neuves. Tu comprends? Je crois qu'on ne peut rien dire de neuf, en fait. Peut-être que c'est mon territoire qui dit ça. Je pense que ce qui est neuf toujours, c'est la façon de le dire. C'est pour ça que les enfants adorent qu'on leur raconte toujours la même histoire. Tu vois, ils ne veulent pas qu'on leur raconte une autre, toujours la même. Parce que d'abord, ils la connaissent, c'est rassurant. Ils sont dans un territoire, tu vois, et ils connaissent, ça les rassure. Et en même temps, à chaque fois, c'est comment tu la racontes, tu vois. C'est toujours le moment, en fait. Donc ce qui compte, ce n'est pas l'histoire, c'est le fait de se raconter une histoire l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on continue à jouer les classiques, etc. Même si on les connaît, j'ai joué une fois
l'illusion comique, c'est une expérience extraordinaire de jouer Corneille en France. Parce que tu entres et les gens ne viennent pas te voir, ils viennent te voir, ils viennent voir le spectacle, le metteur en scène, ce que tu veux, mais d'abord ils viennent voir l'illusion comique. Ils ont un rapport de l'enfance avec Corneille, parce qu'on a étudié à l'école. Et tu sens que tout de suite, il y a une connexion, ils connaissent. Et donc il y a le plaisir de retrouver ça. Alors après, ils ont l'exigence que tu sois à la hauteur de ce que connaissent aussi, c'est-à-dire que tu entres dans leur territoire. Mais en même temps, le chemin de la connaissance, c'est toujours un chemin qui doit aller vers l'inconnu. Alors moi, ce qui m'intéressait quand je t'ai écouté expliquer cette, je veux dire, cette hyper-conscience que tu as quand tu es sur scène, où tu regardes, tu entends le bruit, etc. Et en même temps, tu es en train de jouer, c'est est-ce que justement quand tu es dans cet état-là, tu as tous tes sens qui sont complètement exacerbés, complètement en éveil. Est-ce que tu arrives dans ton quotidien à avoir cette même hypersensibilité ou si c'est bien spécifique à quand tu es sur scène? Je ne sais pas parce que je ne suis pas séparé de moi-même, tu vois. C'est différent, bien sûr c'est différent. Mais j'ai toujours considéré le fait d'être acteur, pas seulement, enfin l'art, la mise en scène, c'est un état, oui, ou l'écriture. C'est un véhicule, c'est par là que j'ai choisi, mais on peut choisir vraiment on peut le faire en étant boucher. On peut le faire en étant peintre en bâtiment, peut-être, je n'en sais rien. Je pense que c'est une question de... si tu aimes ton métier, si c'est un métier que tu as choisi, c'est un véhicule qui te permettra de te connaître et de connaître les autres, tu vois, et de t'explorer. Donc forcément, comme chaque spectacle pour moi doit être un spectacle avec lequel j'apprends quelque chose, j'apprends quelque chose artistiquement comme acteur, mais j'apprends aussi quelque chose humainement. Donc peut-être que mes sens ne sont pas exacerbés ou attentifs au même point que quand je joue, parce que surtout quand je joue le gorille par exemple, c'est un seul en scène. Évidemment, là, je dois être attentif, mais à 1000%. Peut-être que dans la vie de tous les jours, on l'est moins. Peut-être qu'on l'est moins. Mais est-ce que tu penses que les artistes en général sont avec cette hypersensibilité-là au départ? Les artistes, c'est une généralité. Toute généralisation est un crime contre l'humanité. Il n'y a pas les artistes. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'il y a un groupe de gens, un ensemble de personnes qui ont choisi de se perdre ou de se trouver à travers l'art. Mais comme je te dis, on peut se perdre ou se trouver à travers la médecine, ou se perdre ou se trouver à travers la photographie, ou se perdre ou se trouver en étant pilote de Formule 1. Ouais. Et là, quand même, tu as choisi, toi, de faire quelque chose qui consiste à, si on schématise un peu, à faire passer plein de vie et de personnes et d'intensité, d'émotions, etc. à travers toi. Donc quand même, c'est comme mettre des cordes d'un violon ou un instrument. Et il y a d'autres métiers. C'est exactement ça. C'est moins... C'est pour ça que c'est un peu douloureux aussi, tu vois, parce qu'en fait, quand on n'aime pas un steak, c'est pas la faute du boucher. Quand on n'aime pas un jeu, c'est l'acteur, tu vois. Donc il est un peu responsable de ça, et puis bon. Mais oui. Ouais, je voulais aussi, oui, du coup, rebondir sur le... J'ai entendu, oui, que tu préparais, que tu travaillais ton jeu d'acteur comme une gymnastique et qu'il y avait vraiment une dimension corporelle qui était très importante. Ça, je voudrais bien que tu... Bon, ça c'est assez simple. Mon instrument, comme tu dis, tu parles d'instrument. Mon instrument c'est mon corps. La voix, c'est du corps. Peut-être même la pensée, l'émotion, c'est du corps aussi. Ton rythme cardiaque s'accélère, tes neurones se mettent, tes synapses commencent à connecter les unes avec les autres. Il faut se rappeler du texte. Enfin, mais tout ça, c'est du corps, c'est de la chimie presque. Bon. Donc, moi, je pense que la mission, enfin, le devoir d'un acteur, c'est préparer cet instrument à être le plus disponible possible à transmettre la musique qui va le traverser. Ce qui va le traverser, c'est la voix du poète. Tu vois, et ce que la voix du poète véhicule, et ce que la voix du poète véhicule en résonance avec ce qu'il est lui-même, l'acteur. Tu vois, un piano ne sonne pas pareil qu'une flûte à bec, qui ne sonne pas pareil qu'une harpe,
qui ne sonne pas pareil qu'un trombone. Et pourtant, ils peuvent tous jouer la même partition. Frère Jacques peut jouer par tous les instruments. Mais ça ne sonne pas pareil. Tu vois. Alors, souvent, parfois, les gens, il y a des acteurs qui sont des trombones, ils veulent sonner comme des pianos. C'est un problème. Tu vois, il faut se trouver, qu'est-ce que tu fais comme acteur. Bon, moi, je sais que quand je fais une préparation physique, avant de jouer, j'ai ma routine, et même parfois, je la fais aussi en dehors, tu vois, pour être, comme n'importe qui, va se garder en santé, en bon état physique. Mais sinon, pour jouer, voilà. J'ai une certaine routine que je fais toujours pour toutes les représentations, quel que soit le spectacle et quelle que soit la taille du rôle. Je peux jouer sans, mais je joue mieux avec. Et étonnamment, l'émotion se véhicule mieux à travers un corps qui a été éveillé, qui a été réveillé, qui a été éveillé, qui a été testé. Les articulations, les muscles sont souples, en même temps ils sont toniques. Voilà. Mais parce que je considère le jeu comme une activité. Ouais, c'est une activité physique jouée. Tu vois, donc voilà, je ne sais pas ce que j'ai avec les bouchers aujourd'hui, mais ils ont leur couteau, ils nettoient leur couteau. Ils sont taillés, enfin, tu vois, avant de couper la viande. Ils ne prennent pas un couteau que ça fait 15 jours, tu vois. Non. Et ça, du coup, ça aiguise aussi certainement un peu, comment dire, c'est une incarnation de faire tout ça, c'est être dans son corps. Donc c'est se concentrer, et c'est en même temps préparer ton corps à être attentif. Voilà. À ressentir la température, à être capable de ressentir ton rythme cardiaque. Dans une certaine mesure, de l'accélérer ou de le calmer selon que tu es... De le maîtriser, ouais. Plus ou moins, ouais. En même temps, la maîtrise, c'est un problème quand tu es acteur. Parce qu'il y a le lâcher-prise qui... Si tu maîtrises trop, ouais. Si tu maîtrises trop, il n'y a pas de vie. Parce que la vie, ce n'est pas la maîtrise. Mais en même temps, il faut maîtriser. C'est une alchimie entre maîtriser, lâcher prise et... Ouais, c'est un peu entre les deux, ouais. C'est-à-dire que la grande maîtrise, c'est abandonner la maîtrise. Mais il faut travailler pour obtenir une forme de maîtrise, jusqu'au point où tu peux l'abandonner. Tu sais conduire la voiture. Tu n'as pas besoin de penser qu'il faut passer la première, la deuxième, la troisième, l'embrayage, machin, le rétroviseur, etc. Non. Tu vois, c'est comme un voyage en voiture, avec quelqu'un qui conduit bien. Il y a des gens qui conduisent moins bien, qui n'entretiennent pas bien leur voiture, et d'autres personnes qui conduisent très bien, et la voiture est parfaitement entretenue. Et le voyage est un plaisir parce qu'on oublie le voyage, et donc on a une conversation. Quelqu'un qui ne maîtrise pas sa voiture est concentré sur son volant, la droite, la gauche, le feu rouge, le machin. Quelqu'un qui maîtrise sa conduite, il est en même temps parfaitement attentif, parce que conduire c'est dangereux. Tu vois, n'importe quel crétin te grille la priorité. Ou un oiseau tombe au milieu de la chaussée, un enfant traverse, un pneu crève. Donc tu es parfaitement attentif parce que tu sais que tu es dans un moment de risque, entre guillemets, où l'inattendu peut surgir de partout. Et c'est ton devoir légal de garder toujours la maîtrise de ton véhicule. Mais en même temps, tu peux lâcher ça complètement et avoir une belle conversation avec la personne qui est avec toi. Accroché à ton volant. Tu vois. Donc c'est un peu ça. J'essaie de trouver des exemples très prosaïques, très simples, mais c'est un peu ça. Après, tu es attentif. Bon, là, j'ai joué le gorille, qui est un seul en scène, où je joue un animal qui est devenu un humain. C'est un travail extrêmement précis, physiquement, vocalement. C'est très, 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 très précis. C'est toujours exactement la même chose. Et en même temps, non. C'est-à-dire, c'est toujours exactement la même chose pour que l'inattendu puisse advenir. Oui. Parce qu'il est toujours là, de toute façon. Plus tu le joues et plus il y a à chaque fois quelque chose il y a la magie. Plus je le joue, plus je le maîtrise, donc plus je dois faire attention à ne pas maîtriser tant que ça. Tu vois ? C'est une question de... La maîtrise, elle doit t'amener à la certitude, mais à la crédulité, à la certitude et à l'innocence, en fait. Ce qu'on a quand on est enfant. Parfois. Pas toujours. Parfois. Parce qu'enfant aussi, c'est de quel âge ? Oui, non mais quand on est tout petit enfant, enfin comme je sais pas... Quel âge ? Voilà, ouais.
3, 4, 5. On fait des généralités, tu vois, mais entre 3 et 5 ans, le cerveau est totalement différent. Il y a des parties du cerveau que tu n'as pas physiologiquement. Physiquement, elles n'existent pas dans ton crâne à 3 ans, elles existent à 5 ans. Demander à un enfant de 2-3 ans de se tenir tranquille à table, de ne pas bouger, c'est une violence. Ouais. C'est une violence, parce qu'il ne possède pas les terminaisons nerveuses pour ça. Pas encore. Mais c'est vrai que moi j'ai la sensation que pour échanger avec les artistes et pour être artiste moi-même, qu'on essaye de... Et il y a Klee, d'ailleurs Paul Klee qui disait j'ai essayé toute ma vie de peindre comme quand j'avais 4 ans, qu'il y a une racine qui est là dans cet état tellement spontané et non mental en fait, direct. Et que Oui, mais s'il n'y a que ça, si tu te dis je vais être comme ça, sans passer par la quête de ce que c'est que l'art, tu vois, parce que tes enfants auxquels tu enseignes les arts plastiques, tu leur apprends aussi à nettoyer leurs pinceaux. Ça, c'est la technique. Tu leur apprends aussi qu'avec tel crayon, on va avoir tel résultat, avec ça, on va faire ça. Tu vois, donc la liberté, elle est en même temps toujours ouvrir à la liberté, mais en même temps chercher la maîtrise technique, entre guillemets. Tu vois, parce que sinon, on donne l'impression qu'être acteur, c'est « hop, je suis un enfant ». Tu vois, donc c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que dans les origines de l'acteur, c'est le danseur. Tu vois, l'art de l'acteur est né en Asie, il perdure encore en Inde, tu as le Bharatanatyam, le Kathakali, le No au Japon, la comédie dell'arte qui était masquée, donc on ne voyait pas le visage de l'acteur. C'est le danseur en fait. Un acteur, c'est un danseur. Dans le théâtre No, dans le Kathakali, enfin, tous les théâtres asiatiques traditionnels, tu as l'acteur, entre guillemets, qui en fait danse, bouge, disons, et c'est une autre personne qui dit le texte. C'est pas lui qui parle. Tu vois? Donc quand tu sais ça, si ça t'intéresse de te lier à l'histoire, tu vois, forcément, il n'y a pas de danseur qui ne prépare pas son corps. C'est une question que tu ne poserais pas à un danseur. Et quelque part, on ne devrait pas la poser à un acteur. Là, en fait, je la posais parce que j'avais envie qu'on parle de ça, parce que quand j'écoute des acteurs, des comédiens, je trouve qu'on a des discussions beaucoup sur le jeu, sur des choses très intellectuelles, et que je trouvais, moi, intéressant dans toi, ta manière d'aborder le corps. Ça s'est fait comme ça, c'est ce que j'aime faire et c'est ma formation. Il y a de formidables acteurs purement intellectuels. Tu sais, on est en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, mais en tant qu'artiste, je pense qu'on est un peu comme les plantes. Donc il y a des plantes qui ont besoin de beaucoup de soleil. Et il y a d'autres plantes pour qui beaucoup de soleil, c'est pas bon. Il y a des plantes qui ont besoin d'être beaucoup arrosées, d'autres il leur faut vraiment très très peu d'eau, sinon elles pourrissent. Il y a des plantes qui ont besoin de pousser sur du sable et d'autres sur un terreau plus riche. Il y a des plantes qui poussent au bord de la mer et des plantes qui poussent au sommet des Alpes. Aucune de ces plantes n'est meilleure que l'autre. Mais chacune, elle a trouvé son habitat, l'endroit qui va lui permettre de se développer. Je pense qu'un artiste, quand il commence, il faut qu'il cherche quel va être son terreau, quelle va être son altitude, quel va être son degré d'humidité dont il va avoir besoin pour s'épanouir. Et à partir de là, quand tu as trouvé ton lieu, il faut travailler. Tu travailles la terre, etc. Certains acteurs vont souffrir énormément parce qu'ils vont essayer d'entrer dans une troupe qui ne leur correspond pas. Et donc ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner parce que cette forme de théâtre-là n'est pas la leur. Ce n'est pas par là qu'ils vont apprendre. Non pas qu'on soit limité par une forme de théâtre, mais il y a un endroit où tu t'épanouis. Donc il y a des acteurs qui vont suivre une formation peut-être très mentale. Je ne les critique pas, je ne peux te parler que de ce qui m'a servi à moi jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que demain, justement parce que je suis arrivé à un niveau de maîtrise dans ce que je connais, j'aurai besoin de sortir de mon territoire et je me confronterai à un travail, ou un metteur en scène ou un poète qui me demandera un travail purement mental. Tu vois ? Mais je pense que ce que j'aurais fait avant m'aura servi. Ça sera un bon réceptacle. Donc voilà, c'est vrai que mon cheminement a fait que c'est passé par le corps. Voilà. Ça a donc il y a eu cette partie où enfant tu joues et puis après tu fais plus de théâtre et t'es plus comédien. Et puis ensuite... En fait, tu sais, ma mère, elle faisait
Ma mère a connu mon père, il faisait des spectacles à l'école de Mille Marceau en fait. Après, il est parti au Mexique et puis elle est partie avec lui le rejoindre dans sa compagnie. Il faisait des happenings, c'est grande époque des happenings, tout ça, tu vois. Et voilà, moi j'étais dans des happenings dans le ventre de ma mère, et même bébé. Donc, mais ça, je ne m'en souviens pas, ce sont des souvenirs importés, ce sont des souvenirs qu'on m'a dit, qu'on m'a racontés, que j'adopte comme miens, parce qu'ils m'ont été rapportés par ceux qui l'ont vécu, donc je les prends pour vrais. Même si tout souvenir est une fiction. Donc voilà, tu vois, j'ai toujours été là. Quand j'avais 5 ans, ma mère est partie en Pologne travailler avec Jerzy Grotowski au théâtre laboratoire de Wrocław. Et moi j'étais à l'internat parce qu'il travaillait sans horaire, quoi. Mais de temps en temps, j'ai appris plus tard que j'ai été dans leurs pattes là, pendant qu'ils faisaient les mouvements physiques et les séquences, etc. Parce que mon premier vrai maître de théâtre, c'était Richard Cislak, qui était l'acteur emblématique de Grotowski à cette époque-là, avec qui ma mère avait travaillé dans ses ateliers. Et quand j'ai cherché un maître, je l'ai trouvé lui, je me suis dit c'est avec lui que je veux travailler. J'ai fondé une association, j'ai trouvé une salle, j'ai organisé un groupe pour travailler avec lui. J'avais une conviction totale que c'était par là que j'allais commencer mon parcours avec un maître, parce que j'avais commencé un peu avant tout seul. Au bout de quelques mois, il me dit « C'est drôle, tu me fais penser à quelqu'un, Bernadette Landru. » J'ai dit « Oui, c'était ma mère. » « Quoi ?» C'est oui, c'était ça. Mais alors tu étais en Pologne, enfin je dis ah c'est toi qui était dans nos pattes quand on faisait les exercices. Je n'en avais absolument aucun souvenir, mais c'est très étonnant, j'ai été chercher ce maître-là, tu vois. Donc c'est depuis mon enfance. Avec Cislak, on a travaillé pendant un an plein, sans dire une ligne de texte. En travaillant que le corps et en éveillant la sensibilité du corps. C'est-à-dire la sensibilité de la peau même, à la chaleur du corps de l'autre, au mouvement de l'air, la sensibilité imaginaire liée au mouvement, enfin voilà, c'était vraiment que du corps, que du corps, que du corps, que du corps, que du corps. On a travaillé le texte que la deuxième année, et c'était même pas un texte de théâtre, on adaptait les romans de Dostoïevski, tous les romans. On a eu un été pour lire tout Dostoïevski, c'était merveilleux. Voilà, et du coup, après j'ai continué dans mon parcours, ça s'est trouvé comme ça. C'est là le terreau où j'ai poussé, où j'ai pu trouver ma forme d'expression. Est-ce qu'elle correspond à tous les spectacles, à tous les metteurs en scène, à tous les poètes? Je ne sais pas. Je ne les ai pas tous faits encore. Et du coup, à nouveau avec cette histoire, avec cette connexion avec ta mère, est-ce que tu es assez sensible aux synchronicités? Parce que quand je t'écoute, j'en entends, et je t'ai entendu répondre à d'autres personnes qui t'interviewaient, et j'entends que voilà, il y a plein de moments où il y a des fils qui se croisent, il y a des résonances avec... Mais oui. Ouais. Et ça, du coup, tu en restes là et ça te satisfait, ou quand même, ça a développé une certaine vision un peu spirituelle de tout ça? Comment tu... Je pense pour l'instant que l'activité principale de l'être humain, c'est de donner du sens à ce qui n'en a pas forcément. C'est ce qu'on fait tout le temps. Voilà. Donc, ceci est un verre. Mais c'est parce que je lui donne ce sens. Voilà. Et nous sommes tous d'accord sur ce sens. C'est un verre, ça sert à boire un petit fond de jus qui me reste là. Mais on fait ça tout le temps, en fait. On fait ça tout le temps. Les lettres de l'alphabet, nous leur donnons le sens, le son. Et donc, notre existence aussi, on lui cherche un sens. Même si elle n'en a pas, au bout d'un moment, on se rend compte que ça n'a pas de sens réel. Tu vois, mais à part celui qu'on lui donne. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Tu vois, c'est là où j'en suis pour l'instant, dans ma pensée. Donc, parfois, on a besoin de concepts ou de sensations qu'on va nommer divinité, Dieu, surnaturel, etc. Pour donner du sens à ce qui nous échappe, à ce à quoi on n'arrive pas encore à donner un sens. Tu vois, donc on va s'appuyer sur des concepts
qui parfois sont métaphysiques, qui parfois sont superstitieux, qui parfois sont mystiques. Voilà. Mais donner du sens, c'est lier les choses. C'est comme les lettres. Pour composer un mot, tu lis les lettres les unes aux autres, et donc le son de la lettre va résonner avec d'autres sons qui vont donner un mot, qui vont donner un sens. Le son A n'a pas de sens en lui-même. A avec M-O-U-R, amour, ça a un autre sens qui va au-delà du son juste des lettres. Donc voilà, la vie est pleine de micro-miracles qui sont ce que tu appelles synchronicité. Des choses qui se retrouvent. Dans la vie de tout le monde. C'est plein partout, tout le temps. Moi, je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est extrêmement amusant. La vie devient vraiment très amusante à observer. Même parfois si c'est des synchronicités douloureuses. C'est-à-dire... j'ai été violé à 17 ans et je retrouve que ma grand-mère a été violée à 17 ans et que ma tante aussi. Et que ma mère a perdu sa virginité sur un vélo parce que j'ai tombé à 17 ans et que toujours le rapport à la perte, à l'ouverture de l'hymen est lié à un acte violent. Merde, bon, c'est une synchronicité qui n'est pas tellement marrante. Mais elle peut être utile à observer pour te comprendre. Tu vois, pourquoi est-ce que tu as ce rapport à, je sais pas, une sexualité avec la violence, je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi. Et puis après, tu as juste des hasards, c'est ce qu'on appelle les hasards merveilleux. Ce sont des hasards merveilleux. Mais tu vois, mais quand tu vois la structure d'un atome tel qu'on l'a décrit, avec un truc central, des trucs qui tournent autour, la structure d'un système solaire, la galaxie qui tourne, c'est pareil. Maintenant, on parle de l'univers comme et des multi-univers. Maintenant, on parle d'abord. Tout ça, ça a l'air d'avoir un peu la même structure. Il y a même des gens qui s'amusent à faire en sorte que tout ça, c'est le même dessin, des rosaces, enfin, tout ce que tu veux. C'est amusant à voir comme ça. C'est intéressant, la vie devient vraiment, vraiment amusante. C'est comme un jeu de piste. Mais c'est un jeu de piste pour voir quel sens tu donnes à tout ça. Ce qui compte, c'est le sens que tu donnes à tout ça. Tu peux juste t'en amuser et te dire, c'est le hasard. Mais si tu commences à l'observer, alors moi ce que je conseille à tout le monde, ce que j'ai fait aussi, je fais parfois je ne fais plus, c'est j'ai un petit carnet où je note tous ces petits hasards. Donc, mais c'est très intéressant parce que tu es toujours attiré par ce que tu regardes. Ou par ce que tu es, par là où tu es. Quand ma belle-mère était enceinte de mon frère Adam, moi j'avais 17 ans, on voyait des femmes enceintes partout. Alors qu'il n'y en avait pas plus que d'habitude. Tu vois. Donc quand tu commences à... Énergétiquement, tu as... Je ne sais pas si c'est énergétiquement, c'est juste que comme tu vois, ça, bah, tu le vois ailleurs. Alors qu'avant, ça ne te concerne pas, donc tu ne le vois pas. C'est pour ça que, par exemple, bon, je saute d'un thème à un autre, on va revenir après, hein, mais c'est pour ça que le problème écologique qu'on a, de l'écologie dont on nous avertit depuis longtemps, le changement climatique, ça, c'est moi, je suis né, j'avais déjà des bouquins sur le mal, la malgérance de la planète, est-ce qu'on est en train de faire la pollution, etc. Mais jusqu'à ce qu'on ne commence pas à voir des étés complètement fous, des inondations partout, etc., alors que c'est pratiquement trop tard, les gens ne le voient pas, n'en ont pas conscience, c'est un truc. C'est pour ça que la connaissance, elle doit passer par l'expérience. Toute connaissance qui n'est pas liée à une expérience n'influe pas sur notre réel. Tu vois ? Donc, quand tu commences à noter un hasard, tiens, ce hasard, c'est marrant, c'est merveilleux, des concordances de dates, etc., tu commences à en voir de plus en plus. Voilà, donc c'est un jeu. C'est un jeu, mais c'est un jeu qui peut s'avérer très utile pour te connaître. Comme jouer au théâtre. Tu vois ? Comme un grand artisan boucher. À travers le service, à travers comment il va entrer dans la viande avec son couteau, plutôt que de la couper, comment il va entrer dans les espaces et séparer la viande, l'éleveur qu'il va choisir, qui va respecter les animaux, comment ils vont être abattus ou pas, etc. Ça fait que la viande sera, pour moi, différente au goût probablement.
Mais ce qui sera surtout différent, c'est lui-même, en tant qu'être humain, qui à travers son artisanat, se découvre. Donc quelqu'un qui va couper la viande, comme ça, ou quelqu'un qui va entrer dans les espaces, qui va respecter le sens du muscle, bah, je pense que son rapport à toi sera aussi différent. C'était justement la question, c'était pas pour te demander si tu avais, du fait de ces synchronicités, de ces connexions, tu avais voilà, raccroché ça à une spiritualité existante et connue, c'était toi dans ta spiritualité à toi intérieure qui t'est propre et qui existe nulle part ailleurs, comment toi tu les vis, comment tu les, voilà, comment tu les utilises, et tu as assez bien voilà, répondu à ma question, mais c'était vraiment... Mais parfois c'est avec une énorme surprise, tu sais. Tout à coup, je parlais avec des gens qui sont venus voilà, discuter, et on est tombé sur le sujet de ma mère, donc ils m'ont demandé de leur raconter des choses, je ne peux pas le faire maintenant, mais je commence à leur raconter des histoires, tu vois, et puis tout à coup, je commence à faire des liens. Ah oui, mais cette personne, c'était fascinant. Fascinant, je ne sais pas si c'est de la spiritualité, mais c'est la découverte de ce que tu portes, et c'est aussi la découverte de ce qui te porte. Ce qui te meut, en fait. Ce qui fait que tu es en vie et que tu... Est-ce que c'est la spiritualité? Est-ce que c'est la psychologie? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on pourrait dire finalement, avec tout ce que tu m'as dit sur la manière d'être comédien, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment à un moment donné quelque chose de plus fort qui passe à travers toi ou tout se passe en toi? Je ne comprends pas la question. Quand on parlait tout à l'heure d'instruments, etc., c'est bon, si on croit en d'autres choses que l'être humain, mais qui ne sont pas forcément des choses avec des chapelles identifiées, avec des noms particuliers, mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de... Alors le mot divin va être encore trop connoté, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que toi qui quand ton violon intérieur, les cordes de ton violon intérieur sont traversées, qui se dit au-delà de toi-même? On était avec un groupe, on répétait un spectacle. Mais dans ce spectacle, il y avait plusieurs chants choraux. Chant arménien et chant géorgien. Donc pour le chant géorgien, je ne parle pas géorgien, on a quelqu'un de Géorgie qui est venu nous faire travailler un chant. Donc on commence à le travailler, c'est en géorgien. Et donc on l'a appris phonétiquement. Et donc je vais demander à la personne, parce que je suis curieux, je dis mais c'est quoi cette chanson? Ah non, moi je vous dirai pas. Je vous dirai quand on la chantera correctement. Bon, c'est des chants, c'est polyphonie avec des dièses, enfin c'est pas... Voilà. En plus, c'est peut-être pas notre culture en tant qu'acteur, donc on a beaucoup travaillé pour arriver à ce chant. Et en répétition, un jour, voilà, c'était là. Le chant était là, tu vois. On l'a chanté, c'était là. Tout le monde s'est mis à pleurer. Et on n'a pas compris. Alors tu dis, ouais, parce qu'on était contents, qu'on l'ait réussi ensemble, on a tellement travaillé, mais c'était pas ça. Donc on était tous vraiment très émus, et la personne nous a dit, bon maintenant je vais vous le dire. C'est le chant funèbre d'un enfant. C'est un enfant qui est mort, et donc c'est le chant de cet enfant qui est mort, c'est comment on l'accompagne à la tombe. C'est le chant que chante la famille. Tu vois. Donc il y avait quelque chose qui nous dépassait, qui était au-delà d'une compréhension intellectuelle, mentale, tu vois, à travers la vibration. Mais ça, c'est le musicien, c'est le poète qui a écrit ces paroles, qui a écrit cette musique, qui sait faire en sorte qu'à un moment donné, quand tu te laisses traverser par ça, quelque chose se produit. Quand tu joues, en tout cas moi en tant qu'acteur, j'ai toujours l'espoir que quelque chose se produise, que je ne peux pas définir, mais qu'on sente qu'il y a une forme de présence, une forme de présence de nous tous, ensemble. Je ne peux pas l'appeler comme ça, parce que si je cherche l'unité, eh bien, je ne vais pas trouver cette chose inattendue. Je ne peux pas le réduire à ça. C'est comme quand tu parles de personnage. Si tu dis personnage, ça veut dire que tu as une vision limitée de la personne que tu es en train d'interpréter. Alors que toute notre vie, le chemin, c'est se connaître soi-même. C'est les Grecs, connais-toi toi-même. Et ça, c'est le cheminement d'une vie. Quand est-ce que tu te connais toi-même? À ta dernière heure, si tu as conscience de cette dernière heure.
Tu vois, moi j'ai 53 ans, je continue à me découvrir. C'est super. Voilà. Donc quand tu joues un personnage, quand tu joues quelqu'un, quand tu incarnes, pour moi, il y a plusieurs voies. C'est ramener le personnage à toi ou toi aller vers. Moi je préfère aller vers. Pour moi c'est à travers moi, ce que tu veux, c'est complexe. Tu vois, c'est pas si simple. Mais c'est aller à la rencontre. Je vais à la rencontre du gorille qui a vécu ça et qui vit ça et qui revit ça à chaque fois qu'il en reparle. Donc comme je vais à la rencontre, je ne connais pas ce gorille, j'ai joué 298 fois ce spectacle et je continue à le découvrir. Je continue à éprouver des nouvelles choses, à être traversé par des choses qui s'ajoutent les unes aux autres. Je continue à abandonner certaines choses que je croyais qui lui appartenaient, qui ne lui appartiennent plus. Tu mues avec lui, quoi. Ouais. Je mue avec lui, donc c'est une rencontre. Donc comment est-ce que je peux dire, je te connais, tu es le personnage, si je suis incapable de le dire pour moi-même, tu vois. C'est pour ça que je ne peux pas dire, donner un mot pour qu'il se produise quelque chose, il arrive quelque chose. Et dans le flamenco, par exemple, la technique du flamenco, ils travaillent leurs mouvements, enfin, tout ça, il y a un sens du rythme et de l'écoute du rythme, parce que ce n'est que de l'écoute, la danse flamenco, avec le guitariste, le cajon, enfin tout ça, le chant. C'est toujours des rythmes qui ne sont pas carrés, c'est impair, enfin tu vois. Donc il y a la danse, etc. La danse est déjà en grande partie improvisée sur des mouvements travaillés. Mais le grand danseur de flamenco, c'est quand il est habité, c'est quand il y a le duende qui arrive. C'est-à-dire que tout ça, toute cette construction technique, tout ce travail, toute cette préparation, est en fait la création d'un réceptacle à quelque chose d'autre. Et quand ça se produit, je ne sais pas. Je crois que le danseur de flamenco, quand c'est terminé, il est comme purifié. Enfin, tu vois, et les spectateurs aussi. J'ai vu chanter Nusrat Fateh Ali Khan, qui est décédé maintenant, un immense chanteur soufi, chanteur Khalid. Bon. Je l'ai vu 3 fois quand il est passé au Théâtre de la Ville, à chaque fois. Et à chaque fois, l'écouter chanter, je sortais de là, mon âme nettoyée. Je me sentais, je ne peux pas le décrire autrement, et tu vas me dire qu'est-ce que c'est l'âme, je serais incapable de te le dire. Mais intérieurement, je me lavais. Tu vois. Mais je pouvais sentir la même chose avec certains spectacles de Pina Bausch. Le premier spectacle que j'ai vu de Pina Bausch, et après Nelken, j'ai vu après, je suis sorti changé en tant qu'être humain, transformé. Donc quand il se produit quelque chose, c'est un moment qui nous transforme, qui fait qu'on entre d'une façon et on sort d'une autre. Et en tant qu'acteur, tu sais ce que tu espères, qu'il t'arrive et qu'il arrivera à travers toi, à travers la catharsis, au spectateur. C'est pour ça que je pense que le corps d'un acteur doit être très préparé et très disponible, même si c'est un acteur de 90 ans qui a les limites de son âge, les douleurs, parce que plus tu travailles ton corps, plus il te fait mal, tu vois, plus il s'use. Mais quand même, il est préparé, il est là. C'est pas son corps qu'il prépare en fait. Un acteur, quand il prépare son corps pour la représentation, en fait, il prépare le corps du spectateur. C'est pas une démarche pour soi briller, soit être bien, soit être disponible. C'est que quand moi je me prépare, en fait, je suis en train de faire le travail pour l'autre, pour celui qui va être assis là, qui va assister. Tu vois ? C'est un vrai don. Bah, on espère. Maintenant, ça c'est le cadeau, c'est pas à chaque présentation. C'est comme ça. C'est cet autre. C'est le miracle, tu sais, tu es assis dans le désert, c'est la tradition soufiste, tu regardes le ciel, tu ne clignes pas des yeux, l'œil d'Allah va s'ouvrir, va te regarder et va t'illuminer. Et tu es assis là pendant des années, des années, des années. Tu fais ça, tu vois, et c'est là que l'œil d'Allah s'est ouvert. Des petites secondes d'éternité. Voilà, mais parfois tu le vois. Mais tu peux passer toute ta vie assis dans le désert, faire toute ta préparation corporelle, faire tout ce que tu veux, appliquer tout ce que je suis en train de raconter, et ça ne t'arrivera pas. Justement, c'est pour ça que je t'interroge là-dessus sur ce que tu appelles cette autre chose, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrise pas et qui nous traverse parfois. Ouais. Et parfois ça t'a traversé, donc tu sais que c'est là et ça ne te traverse plus jamais. Ça, c'est peut-être parce que tu l'attends. Je sais pas, je sais pas, oui. Tu baisses la garde, tu clignes des yeux. Oui, ou alors tu es complètement focalisé et puis tu oublies de faire le chemin en même temps. Oui, c'est possible.
J'ai vu aussi oui, que tu disais que tu trouvais très inspirant de jouer des auteurs grecs, de jouer des pièces classiques, Oui, 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 etc. oui, oui. Bon, ça c'est assez simple, c'est parce que les pièces qui ont traversé les siècles sont forcément bonnes. Tu vois, un mauvais metteur en scène, un mauvais acteur ne leur empêchera pas de poursuivre leur chemin. Et alors justement, je voulais te demander Tu par vois. Et rapport... ces auteurs-là, je pense, en tant qu'acteur, jouaient Échille, jouaient Euripide, que j'ai eu la chance de les jouer, jouaient Molière, jouaient Corneille, enfin les auteurs classiques, tu vois. Ce sont pour moi je les ai pris comme des maîtres de théâtre. Ils m'apprenaient mon métier. Échille, je peux te dire que quand on n'est pas là où il faut, t'es juste une crotte sur le plateau, quoi. Je ne peux pas le dire autrement. Tu vois, et il y a un endroit où tout à coup, ça vibre. Bon, dans une forme donnée, à un moment donné de ta vie. C'était dans les Atrides, au Théâtre du Soleil, avec Ariane Mouchkine, dans une forme très précise, etc. Mais on était dans une forme tellement rigoureuse, tellement exigeante, vraiment tellement précise. Il y avait un tel niveau d'exigence que, paf, tu vois, il y avait quelque chose qui... Mais c'était toujours lié à l'auteur. Ça venait de là. Euh, bon, Molière, c'est un immense maître de théâtre en tant qu'auteur, parce qu'il était acteur aussi. Donc c'est des machines à jouer absolument formidables. Donc quand on répétait le Tartuffe, vu qu'il n'y avait pas de distribution de départ, bon, j'ai lu la pièce et puis j'ai vu des choses autour, parce que j'ai fait aussi un travail de recherche intellectuelle. Il faut. Il ne faut pas penser que corporel veut dire... Il n'y a pas de négation de l'un et de l'autre. Un acteur qui ne serait que dans la recherche corporelle, il serait limité, aussi limité qu'un acteur purement mental. On est un être complet. Voilà. Il faut faire tout ça, quoi, tu vois, selon ses capacités et le moment. Mais j'ai regardé qu'est-ce qu'il avait joué, lui, Molière. Tu vois, et Molière, il ne jouait pas Tartuffe. Molière, il jouait Orgon. Que tu as joué toi. Je me dis, ah, c'est ça le rôle. J'aimerais tellement jouer ça parce que je sais que c'est là que je vais apprendre. Je sais que c'est là que je vais apprendre. Alors, tout le monde parle Tartuffe, et qu'est-ce qui joue Tartuffe, et Tartuffe, et l'acteur qui joue Tartuffe, blablabla. Mais le rôle, parce que Tartuffe, il est là que dans 2 actes sur 5. Le vrai rôle, celui qui vit une passion, celui qui tombe, celui qui est détruit et qui est sauvé in extremis par le Deus Ex Machina, celui qui fait exploser sa famille et qui a quand même à la fin la famille reste avec lui, surtout dans le spectacle On a fait au Théâtre du Soleil où à la fin il y avait une réconciliation, il y avait une renaissance. C'est une vraie passion. Celui qui vit cette passion, c'est Orgon. Tu vois. Et puis ce qui était merveilleux, c'était que donc tu vois comment ça se passe. On répétait, donc j'étais au Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine, non? Et donc, parmi les choses que j'ai fait pour me préparer, j'ai regardé le Molière qu'elle avait fait. Quand j'avais décidé de me dire, non, c'est pas comme ça. Quand je me suis dit, il faut que le rôle où je vais apprendre, mon ambition, elle est chez Orgon, c'est Orgon, tu vois. Après ça, je me suis dit, pour aller là, en fait, pour trouver comment le faire, il faut que je joue Molière, en fait. J'essayais de me connecter pas avec Orgon, mais avec Molière. Des siècles plus tard, tu vois. Et puis, mais Molière, j'ai lu des trucs sur sa vie, machin, etc. Mais vu que j'étais au Théâtre du Soleil, quand j'ai regardé le film Molière d'Ariane Mouchkine, parce que c'était ce Molière-là, pour créer une ligne, voilà, un fil invisible dans le temps. Parce que chaque acteur qui joue un rôle dans une pièce classique, c'est comme Clytemnestre, dans le début d'Agamemnon, après le guetteur, elle décrit comment elle sait que Agamemnon, enfin que les Grecs ont remporté la guerre de Troie. Elle dit qu'elle a posté des guetteurs depuis Troie, tu as des relais de guetteurs, voilà, jusqu'à Argos, jusqu'à là où elle est, et qui allument des flambeaux, tu vois. Donc c'est le premier télégraphe. C'est le premier télégraphe, tu vois. Tac, 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 tac. Donc c'est comme ça. Et quand je jouais le guetteur, donc longtemps avant d'aborder la pièce de Molière, le Tartuffe, la deuxième saison, j'ai repris le rôle du guetteur que Georges Bigot jouait avant, parce qu'il est parti, il a quitté la compagnie, donc c'est moi qui ai repris le rôle. Ariane avait dit cette indication, et j'avais pris très au sérieux, qu'en fait, l'acteur qui joue le guetteur, c'est bien sûr le dernier guetteur de cette ligne de feu, n'est-ce pas? Qui part de Troie, qui arrive jusqu'ici, mais c'est aussi, il est dans la lignée de tous les acteurs qui ont joué le guetteur depuis la création de la pièce d'Échille, il y a 5000 ans. Donc il a
toutes Donc quand tu prends conscience de ça, tu es toi et puis tu es tous les acteurs. Tu vois, et puis tu mets sur ce long chemin du guetteur, tu mets ta pierre et les autres qui joueront pour d'autres qui viendront jouer après toi. Tu te mets dans un continuum de temps. Donc tu n'es plus centré que sur toi, tes problèmes, ta façon de jouer, comment toi tu vas le faire et tout. Mais voilà, tu prends tout ça. Moi, ça me donnait de la force. Traversé par une lignée. Voilà, tu es une lignée. Comme dans la vie, nous sommes une lignée. On est tous issus d'un arbre généalogique, tu vois. Donc, je partais du Molière d'Ariane, en fait. Et dans le Molière d'Ariane Mnouchkine, dans le film, on voit un acteur metteur en scène qui veut être un tragédien, mais qui est très mauvais comme tragédien. Et donc il fait des trucs comiques, tu vois. Et sa grande frustration. Et donc quand on répétait, Orgon, je trouve que c'est la pièce où il y a le plus ça, peut-être dans le Misanthrope. C'est une tragédie ce qu'il vit, Orgon, tu vois. C'est une vraie tragédie. Qui est annoncé. On lui dit au départ que Tartuffe est un escroc. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce type? Et lui, il ne veut pas, tu vois, il ne le voit pas. Et à la fin, il voit que l'autre, il sort de la table, dessous la table, où Tartuffe essaie de violer sa femme, et il le voit, et il lui dit, mais qui es-tu? Enfin, qu'est-ce que tu as fait? Tu vois? Voilà. Et donc, il est détruit, etc. La tragédie lui arrive telle qu'il lui avait été annoncée. Bon. Donc, je prends ce Molière-là, et on commence à répéter. Et donc, j'ai cherché à jouer tragiquement les scènes, parce que l'acteur comique ne doit pas, enfin, le personnage ne sait pas qu'il est drôle. Au contraire, tu vois, il ne supporte pas qu'on rie de lui. C'est pour jouer un personnage comique, il faut surtout ne pas supporter que le public rit. Ça aide. Mais je savais bien en répétant que dès que j'étais tragique, j'ai cherché quelque chose de drôle à faire. Parce que si j'étais que tragique, ça n'allait pas marcher. Tu vois? Parce que j'étais Molière, le Molière d'Ariane qui était Molière, donc je ne jouais pas Orgon. Je jouais Molière jouant Orgon. Tu vois? Et au-delà, je jouais le Molière d'Ariane jouant Orgon. Et donc, quelque part, je convoquais l'acteur qui jouait Molière dans le film d'Ariane, qui est Philippe Cobert. Donc, quelque part, je me mettais entre les mains de Philippe Cobert, tu vois. Il ne le sait pas. Mais pas tout le temps. Non, j'ai jamais raconté. J'ai souvent raconté l'histoire, mais je ne suis jamais allé jusqu'à Cobert. Parce que, voilà. Il faut à chaque fois raconter l'histoire, mais on ajoutait un petit peu, tu vois. Et parce que c'était lui sur l'écran. Mais sur l'écran, c'était pas Cobert, c'était Molière. Mais j'allais plus loin, vois-tu. Parce qu'en fait, le Molière sur l'écran, c'était Cobert, mais c'était Ariane. Donc c'était, je jouais Ariane qui à travers Cobert jouait Molière qui jouait Tartuffe. Voilà. Pas sur toutes les scènes. Sur certaines scènes, comme on avait abordé un peu la forme qui est inspirée un peu dans le jeu, c'est un jeu très expressionniste, inspiré du cinéma muet. Moi, j'avais apporté quelques trucs là-dedans. Il y a un acteur qui s'appelle Emil Jennings, du cinéma muet allemand, qui a travaillé avec Murnau notamment, qui était dans la vie un vrai salaud. C'était l'artiste nazi, c'était l'artiste national de Hitler, enfin voilà. Mais qui était un immense acteur, comme quoi on peut être une pourriture humaine et un immense artiste. Il y avait ce film qui s'appelle Le Dernier des Hommes. Il y avait une scène en particulier où c'était lui qui l'a joué. C'est-à-dire, je convoquais Emil Jennings pour jouer cette scène. Dans d'autres scènes, c'était Toshiro Mifune en fait qui jouait. Mais dans Molière, dans cette pièce-là en particulier, j'ai vraiment cherché à faire ça. Pourquoi? Parce que pendant très très longtemps, le théâtre, encore un peu, enfin encore maintenant, le théâtre, le jeu au Théâtre du Soleil est basé sur le masque, sur le travail du masque. Donc j'ai cherché des masques, tu vois, mais à travers eux. Mais du coup, ça me rendait encore plus instrument. Alors, bien sûr, les gens me voyaient moi, me disaient que je jouais souvent, me disaient que je jouais bien. Et tu étais relié, etc. Mais ça me permettait aussi de garder ma modestie sur le devant parce que je prenais les compliments et puis je me disais. Tu savais que tu étais travaillé. Merci Philippe. Pas que toi. Merci Philippe, merci Jean-Baptiste, merci Mifune. Tu vois? Voilà. Mais voilà, mais ça m'a été utile pour ce spectacle. Si j'essaie de faire ça pour tous les spectacles, je ne suis pas sûr que ça marche. Et si un acteur écoute ça et se dit ah bon, alors maintenant je vais convoquer Corneille, je vais lire toute sa vie. Non. Après, par rapport
Parce que l'art, je vais dire une chose, est réfractaire au dogme. Parce qu'il n'y a pas de méthode. Tu vois, il y a des cheminements, mais c'est un cheval fou, c'est un pur sang, l'art. Dès que tu lui mets un dogme, c'est comme si tu mettais une chaise de fer et tu crois que ça y est, c'est bon, il rue, il te jette. Donc chaque œuvre, notamment pour un acteur, demande sa méthode, demande son cheminement. Tu vois. Évidemment, c'est le même acteur, donc il va y avoir des similitudes dans la façon de jouer. Un peintre va explorer sa façon de peindre et produira probablement le même type de tableau, mais il ne produira des chefs-d'œuvre que quand, dans le même style, il refera tout le cheminement de ce tableau-là. Des peintres comme Picasso sont très intéressants pour ça. Ils ont continuellement changé de style. Ils ont continuellement changé de méthode, entre guillemets, de dogme pour trouver l'expression la plus proche de ce qu'ils ressentaient et de nous la transmettre d'une façon inhabituelle qui nous sort de notre territoire, qui nous mène vers un inconnu et qui nous fait voir autre chose et qui nous apporte une connaissance. Alors après, tout ce qui est inconnu, il y a le territoire, donc la société va le rejeter. Donc Picasso, c'était scandale, machin, avant qu'il soit un peintre totalement établi, il a même son musée à Paris. Avant, il était très rejeté parce qu'il offrait un nouveau territoire, un nouveau regard sur le monde qui mettait en danger, qui questionnait, qui a amené le spectateur vers un endroit qu'il ne connaissait pas. Donc, instinct de survie, non. Et puis, après, quelques courageux, ils vont quand même, tu vois. Et quand quelques courageux ouvrent le chemin, n'est-ce pas, d'autres suivent. Et finalement, ce n'est pas si dangereux parce que le chemin a été déblayé. C'est l'éclaireur indien des tuniques bleues, tu vois. Mais il prenait plus de risques. L'exposition, c'est Paul Klee qui est à Beaubourg. C'est merveilleux pour ça. Parce que lui était complètement dans l'institution et toute sa peinture, c'était un constant dialogue avec le dogme du moment. Il était professeur aux Beaux-Arts, enfin, etc. Donc, tous ces tableaux sont un rapport au dogme du moment. Tu vois, et sa peinture évolue parce que les modes, les dogmes évoluent, etc. Mais c'est toujours lui. C'est toujours lui. Tu vois. Et il y a toujours cette beauté où c'est toujours une peinture qui sourit. C'est toujours un peu drôle. Tu vois, il y a une espèce de un petit regard avant. Ah, c'est ça la règle? Bon, ben, moi je la fais comme ça. Tu vois, il y a beaucoup d'humour, quoi. Et en ce sens, c'est une peinture qui te montre que tu peux aller hors de ton territoire. Dans le même esprit, ça me fait penser à, je ne sais pas si tu vois, parce que c'est pas ce qu'on connaît du tout de lui, mais il y a Jacques Prévert, qui les 10 dernières années de sa vie a fait des collages. Et comme Matisse. Et il y a ce même dialogue comme ça avec la société, avec une époque, et ce même pied de nez, on va dire, qui était fait dans ses collages. Et c'est vraiment, il le faisait aussi dans ses poèmes, mais d'un point de vue graphique, c'est assez remarquable. C'est pour ça que parfois certains artistes se font enfermer par leur œuvre, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne. Ils restent là, ils n'évoluent plus. Est-ce que c'est toujours des artistes? Je ne sais pas après, tu vois, parce que c'est juste des faiseurs. Bien sûr, parce que par rapport à ce que tu dis, être artiste, c'est faire des découvertes, continuer de faire des découvertes. Et c'est du coup ce que ressent aussi le public. C'est que tu es là vraiment quand tu as fait une découverte. Sinon, tu es sur le moment. Tu es sur le moment. Mais tu dois parfois redécouvrir des choses que tu as déjà découvertes, parce que le public d'hier, c'est pas le même public qu'aujourd'hui. Le public d'aujourd'hui, il a droit autant que celui d'hier à ce que tu as découvert hier. Bien sûr. Donc c'est autre chose. Là, c'est redécouvrir. Tu vois, c'est redécouvrir. Ce qui n'est pas réinventé, en fait. Il ne faut pas inventer. C'est vraiment être surpris. Donc comment faire pour suivre un parcours qui est exactement le même, mais qui soit complètement nouveau. En se laissant traverser, ouais. C'est pas si simple, hein. Mais tu le fais, en tout cas, tu as l'air de le faire avec une énorme simplicité, enfin tu vois, une grande simplicité. Et, moi, à travers tout ce que tu dis, je ressens, c'est une histoire de mots, parce qu'en fait, moi, je voudrais te faire dire peut-être que c'est du coup spirituel. Oui, tu veux me faire dire des choses. C'est très spirituel ce que tu racontes, tu vois ce que c'est possible, c'est possible. C'est pour ça que je ne veux pas mettre... Il y a des choses que tu peux appliquer. J'ai lu un livre que j'aime beaucoup, mais que beaucoup de gens qui s'intéressent à la spiritualité aiment, qui s'appelle le Hagakure, le livre secret des samouraïs. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'il faut se sacrifier, faire seppuku pour son maître. C'est les règles du samouraï, mais du samouraï, du mercenaire en fait. Tu vois? Donc on peut le lire comme un livre sur le mercenariat, et du type en plus qui se donne complètement à son maître.
Mais tu peux le lire aussi comme un livre de voie spirituelle. Ça dépend ce que tu mets sous guerrier et ce que tu mets sous maître. Parce que peut-être que le maître est une partie de toi et le guerrier est une partie de toi. Et que tu vois, et que dans ce rapport, peut-être tu peux être, bon, pour les gens qui sont dans la spiritualité, ça peut être l'essence et l'ego, bon, tu peux l'appeler comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu as un ego qui sait parfaitement se battre, qui est nécessaire. Il est nécessaire, mais il est maîtrisé, il est au service de quelque chose de plus grand que lui. Bon, voilà. Mais moi, je peux te dire que l'acteur qui n'a aucune spiritualité, tu vois, un Brechtien, disons, mais c'est un peu un cliché, mais pourquoi des Brechtiens, mais disons quelqu'un qui est très dans le théâtre matérialiste, didactique, et il est au service de quelque chose de plus grand que lui, qui est de la conscience du travailleur, la conscience sociale. Mais bon, j'avais été à une réunion il y a quelques années, organisée par une association du théâtre, une association universitaire très intellectuelle, à laquelle il y avait un atelier Vassiliev qui parlait un peu. Moi, j'ai vu 1 ou 2 spectacles de Vassiliev qui m'ont profondément fait chier. Je me suis vraiment ennuyé à mort. Donc, c'est pas forcément un metteur en scène qui me fait rêver. Mais, et puis son discours ce jour-là, oh là là, avec que des admirateurs autour de lui. Enfin, mais quand même, c'est pas parce que le chien a la rage qu'il n'a pas des belles dents. Il a dit une chose vraiment très bien. On lui a demandé quelle est la différence entre les acteurs russes et les acteurs français. Bon, c'est son point de vue, mais il a dit les acteurs russes et français sont bons. La différence, c'est que les Russes ont un ciel au-dessus de leur tête. Donc, ça veut dire que les acteurs jouent en ayant conscience qu'il y a un espace autour d'eux, où ils ont conscience du plein air et que même sur un plateau, voilà, ils sont conscients que dans leur imaginaire, il y a un ciel étoilé, ce qui donne une dimension. Ou est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a un ciel, c'est-à-dire qu'il y a un autre niveau, qui est le ciel religieux, parce que bon, voilà, les Russes, etc., qu'il y a une métaphysique, qu'il se produit quelque chose qui va au-delà du tangible. Tu peux l'interpréter comme tu veux, tu vois, mais ça, ce propos, ça m'a intéressé. C'est-à-dire que quand tu joues, c'est pour ça que je dis qu'il se produit quelque chose qui est hors du tangible, en fait. Donc, qui à partir du moment où il est nommé par un tel ou tel concept, on le réduit, on le limite. Non, mais c'est bien parce que finalement, tu réponds vraiment complètement à mes questions qui voulaient aller dans ce sens-là et avec ta... Tu m'as bien eu, hein? C'était ça que je voulais. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas quelqu'un qui va me dire ouais, je crois à ça parce que c'est ça, j'ai lu tous les. C'est comment toi, ça passe dans toi et comment ton cœur vibre et comment. Voilà, et est-ce que tu as conscience de ça? Ouais. Et je sais pas si tu connais, tu dois sûrement connaître la troupe du Futzbarn. Oui. Ouais. Ça, je trouve que c'est vraiment une expérience, justement, c'est sur des pièces classiques, mais c'est vraiment, ça illustre... C'est une expérience de vie, hein. Ouais. C'est une expérience de vie. Oui. Oui, je suis allé les voir, on avait des amis communs, donc on a passé un petit peu de temps avec eux. J'ai été, ils sont dans leur roulotte, ils posent leur tréteau au milieu d'un champ, dans le Berry. Et... Voilà, mais voilà, ça correspond à une époque aussi, je pense, complètement. Parce que je les ai découverts, je sais pas, il y a une quinzaine d'années, puis chaque fois que j'ai l'occasion, quand ils viennent à la Villette, je vais les voir. Mais ce qui m'a énormément touchée, c'était que justement, bon, chacun joue dans sa langue. Et cette symbolique de jouer dans sa langue, mais c'est un peu, tu vois, quand tu dis que tu te rattaches à d'autres, etc., c'est jouer dans la langue aussi de son être et des autres êtres avec lesquels on est relié et avec lesquels on vibre. Ouais. Et voilà, et ça m'a fait penser à... Enfin, j'ai pensé à ça en t'écoutant. Alors, je voulais te demander, parce qu'il y a une image que tu as utilisée avec un serpent, que j'ai entendu, où tu disais que quand tu joues, c'est comme si tu te libérais au fur et à mesure de différentes peaux. Et je ne me rappelle plus. J'ai plus la phrase exacte, mais... Je ne me rappelle plus. J'avais cette image de... alors, on va dire que c'est une supposition. Mettons qu'on croit que l'être humain revient à travers différentes vies, donc se réincarne. On va dire que c'est juste une situation éventuelle. Et quand j'ai écouté ton explication par rapport à ces serpents, où à chaque fois que tu es dans un rôle,
tu as une peau qui s'en va et que tu continues et que tu passes à travers tous les autres rôles que tu as joués et qu'il y a une... Ou je devais peut-être dire que chaque rôle est l'enfant du rôle précédent. Ouais. Des rôles précédents. Ouais. Bah oui, il te laisse des traces. C'est ça. Il te laisse des traces. Et puis surtout si si tu as appris, ce que j'essaie toujours. Je crois seulement 2 fois dans ma vie, j'étais dans le spectacle où j'ai rien appris et c'était vraiment une très grande souffrance. Tu finis là et tu te dis, bon, j'arrête d'être acteur, je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien parce que je n'apprends plus rien. Tu vois, et c'est pas de la prétention de dire j'apprends plus rien, c'est une douleur. C'est une douleur. Ouais. Je ne suis plus capable d'apprendre, ou là, je l'ai plus appris. Bon, bref. Donc oui, ça devait être ça. Et donc si je fais cette comparaison avec cette idée qu'on a de la réincarnation, je me disais, tu vas me dire ce que tu en penses, que ce que tu vis toi individuellement par rapport à ces différents rôles qui font que tu n'es jamais le même et que tu es aussi celui qui a joué, enfin tu es le résultat de celui qui a fait tomber toutes ses peaux en traversant tous ces personnages. Est-ce qu'on pourrait imaginer que quand on s'incarne, comme de la même manière que tu dis, chaque pièce précédente, chaque nouvelle pièce est reliée à la précédente et chacune s'enchaîne les unes avec les autres, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on s'incarne et que la vie qu'on a aujourd'hui est reliée à notre vie précédente et qu'il y a un espèce de chemin comme ça qu'on fait, pourquoi faire que l'acteur jouerait, que pourquoi le comédien, faire pour avancer, pour se connaître et puis... Ça, c'est ta vision, c'est ton sens. Tu vois, ça c'est ton sens. Ça c'est ce que toi tu ressens. Ça t'est utile? Ouais. Voilà. Donc moi je peux te parler qu'à travers l'art, c'est mon véhicule. Tu vois, et j'avais fait un long stage avec un metteur en scène anglais, il s'appelle Declan Donnellan. J'aime beaucoup, vraiment. Très bon metteur en scène, qui fait que des classiques élisabéthains. Et il nous avait dit au théâtre, parce qu'ailleurs ça peut être dangereux de penser comme ça, mais au théâtre, n'est vrai que ce qui est utile. Une indication que va te donner un metteur en scène, elle n'est vraie que si elle est utile, sinon elle est fausse. Si un metteur en scène pense qu'au théâtre, il faut toujours jouer à cloche-pied, parce que c'est là que se trouve l'art, et ben, tant que c'est utile pour l'acteur, et que ça va le mettre dans un endroit de jouer à cloche-pied, où il va devenir un canal de quelque chose, et quelque chose à se produire, d'accord. Mais le jour où un acteur, ça lui sert strictement à rien, c'est que c'est faux ce qu'il dit. Tu vois? Donc, ce que je te dis sur la transmission d'un personnage à un autre, le relais, le guetteur qui est joué par tous les acteurs, qui est joué par toi, que tu as conscience que tu le joues et que le flambeau, tu le passeras, enfin, quelqu'un reprendra ce flambeau-là, c'est pas vrai. Sauf si ça m'est utile. Ça m'est utile. Ça m'aide. C'est un outil. C'est ce que je me raconte. C'est ma fantaisie. Tu vois? C'est le sens que je donne. Donc je reviens à ce que je te disais au début. On donne du sens à ceux qui n'en ont pas. Et on a tous cette voilà. manière très singulière. La question de la vie, je pense, la question de la vie serait peut-être soit d'arriver à l'acceptation du non-sens total, sans que cela produise chez toi un quelconque sentiment de frustration, de panique, d'angoisse face au néant, soit étape peut-être antérieure, mais qui est pas mal, de trouver le plus beau sens possible, le sens le plus utile, le plus élevé, celui qui va t'emmener au meilleur de toi-même, qui va te permettre de te développer au mieux. Ça ne veut pas dire que ton sens soit une vérité, mais c'est une vérité pour toi. Si elle t'amène vers le meilleur, tu vois, donc ce qu'on appelle l'illumination, ce que tu veux, on peut l'appeler, voilà. Mais moi, si ça me permet d'être le meilleur acteur possible en ce moment, alors c'est utile, alors c'est vrai. Alors c'est vrai que je suis ici en train de te parler au nom de lignées de gens qui ont cherché le théâtre, ma mère, mon père, mes frères, moi, mes amis acteurs. Parce que ce que je te dis, ce sont des choses que j'ai vécues et que parfois j'ai expérimenté parce que quelqu'un m'a dit, tu sais, ce chemin existe. Passe par là, tu verras. Et si je n'avais pas rencontré cette personne, cette vérité-là n'existerait pas pour moi. Tu vois? Mais je suis passé par là et j'ai rencontré quelque chose. Parfois je suis passé par là et je me dis, mais non, il dit que des conneries. C'est pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si tu t'intéresses un peu à la vision quantique.
la physique quantique. Je sais pas, dis-moi pourquoi. Parce que justement, c'est cette idée qu'il n'y a pas une trajectoire particulière pour qui que ce soit. On a tous des fils, des possibles. Il y a plein de possibles qui sont reliés. Oui. Je ne voilà. sais plus quelqu'un qui disait le chemin le plus court entre un point et un autre, c'est pas une droite, c'est le plus beau. Ouais, voilà. Et là, c'est cette idée que d'une part, l'autre est différent, y compris tout ce qui est physique et qu'on croyait fini avec les atomes, etc. On s'aperçoit que les atomes sont différents selon qui est dans la pièce. Donc que qui je suis change la forme des choses. Qui je suis est une illusion. Si on va au niveau moléculaire, etc., nous sommes dans un échange permanent d'atomes et de molécules et nous sommes faits de vide, en grande partie, entre nos atomes. Et ce vide, on le partage. Donc, toi et moi, nous sommes exactement la même chose. Bien sûr, mais c'est justement cette... voilà. Mais moi, je te donne un sens, parce que mes sens ne perçoivent pas le vide interatomique, intraatomique. Tu vois? Donc, par mes sens, je te donne un sens. Jessica, une femme, cette galerie, on parle, une caméra, on échange des idées. Tu vois, mais si on va là, il n'y a aucune différence, il n'y a aucune séparation entre toi et moi. Cet espace, cette séparation, c'est un sens que nous donnons à un ordre d'atomes différents. Mais cet espace entre nous, il entre les atomes qui forment ta peau, entre les miens, voilà, tu vois. Quand tu vois la taille de notre planète, je ne peux même pas faire le geste, dans l'immensité de l'univers, comment est-ce que toi et moi, on pourrait être deux choses distinctes? Et l'interview, elle a pris cette tournure-là parce que c'était un des fils des possibles. Et en tout cas, c'était chouette. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.